En voilà une de vidéo atypique. On va s'inspirer de ce que font les ultra riches. Alors moi, je ne connaissais pas l'expression. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que devenir ultra riche, ce n'est pas forcément un objectif en soi. En tout cas, ce n'est pas le mien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être ultra libre. Ultra libre, mais c'est vrai que ultra libre sans argent, ça fonctionne pas en fait. Donc, j'ai pas essayé, mais j'ai pas trop envie d'essayer. Euh, donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous faire lecture et de vous partager ces 5 chiffres et puis de voir à quel niveau et à quel point on peut s'inspirer des habitudes et des méthodes et de la réussite souvent des entrepreneurs, des investisseurs. Et on verra aussi qu'il y a aussi bien sûr les héritiers. Mais voilà, vous le savez, je l'ai évoqué déjà dans quelques vidéos. Euh, le pouvoir dans l'environnement est extrêmement puissant. Ça veut dire que si vous traînez ou si vous vous nourrissez, ou si, alors quand je dis traîner, c'est donc si vous ne fréquentez pas les bonnes personnes, si vous vous nourrissez, j'allais parler de sujets intellectuels entre guillemets, hein, donc si vous ne consommez que du Netflix à longueur de journée, à longueur de soirée, à longueur de week-end, eh bien voilà, vous allez avoir les résultats de ces comportements. Et ça, il y a bien une chose qu'il faut bien observer, c'est que les ultra riches, les ultra riches, les ultra libres ne passent pas leur journée ou leur week-end ou leur soirée dans le canapé devant Netflix. Ça, c'est une certitude. Après, donc, ils se nourrissent aussi, et ça fait partie aussi des objectifs. Je vous publierai, je vous partagerai une vidéo sur l'alimentation ce week-end, sur un rituel que j'ai tous les matins et un produit, un super aliment que je vous partagerai. Et vous verrez que ça a bouleversé mon état de santé, mon énergie, mes habitudes. Et donc tout ça, on va donc l'évoquer là dans l'article. On remercie Anne-Sophie Villon. Donc on va voir un peu donc, ce que font les ultra riches par rapport à l'immobilier, par rapport au placement, par rapport à la philanthropie, comment ils investissent dans le monde, bon, voilà, qui ils sont, quelles sont leurs motivations. Et c'est donc un groupe international d'immobilier de prestige qui s'appelle Barnes, que vous connaissez peut-être, qui a réalisé cette étude auprès de, je crois, j'ai vu passer le chiffre, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête, je vais vous dire une bêtise, on va le revoir tout à l'heure. Donc, la quête de liberté géographique et de flexibilité professionnelle des super riches dans le monde influence leurs choix patrimoniaux. Effectivement, donc, quelles sont ces nouvelles aspirations de ces hommes et femmes très fortunés? Comment investissent-ils? Quels sont leurs profils? Dans la nouvelle édition de son rapport intitulé Barnes Global Property Handbook, Tendances et perspectives 2024, le réseau immobilier de luxe international Barnes décrypte les nouvelles tendances patrimoniales des ultra riches. On a plus bas la définition des ultra riches. On a les ultra high et seulement les high. En anglais. Hein. Alors ce rapport s'appuie donc, précise Barnes, sur diverses études de référence menées notamment par Wells, donc c'est des grands cabinets, je ne vais pas tous les citer, on va gagner du temps, des grands cabinets de conseil. Il est l'aboutissement d'enquêtes réalisées tout au long de 2023 auprès d'un échantillon de plus de 89 000 clients. Voilà le chiffre que je cherchais. Donc c'est quand même pas rien. 89 000 clients, collaborateurs et partenaires de Barnes. Et voici 5 chiffres révélateurs pour comprendre les facteurs décisifs à l'investissement de ces individus ou familles fortunées. Alors, le chiffre numéro 1, c'est que les ultra riches possèdent en moyenne 3,7 résidences dans le monde. Majoritairement composée d'entrepreneurs, la population d'entrepreneurs, donc la population des plus fortunés, est plus mobile que jamais. Ce nomadisme de haut vol, accru par la technologie et le télétravail, a des répercussions sur les investissements immobiliers. Il n'est plus rare aujourd'hui de voir des familles entières se déplacer plusieurs fois par an à travers le monde. De plus en plus mobiles, ces acheteurs modernes peuvent travailler depuis n'importe quel pays, ce qui signifie qu'ils ne sont plus liés à un seul lieu de résidence. La présence d'enfants
en âge scolaire n'est plus un frein grâce aux échanges et partenariats organisés entre écoles internationales. Et ça, je l'ignorais complètement, c'est quand même complètement génial. C'est de la richesse aussi de voyager et de découvrir différentes villes, différentes cultures, populations dans le monde. C'est ce qui fait aussi la vraie richesse. Donc, ce qui se traduit par une multipropriété planétaire. Le terme est joli, hein, multipropriété planétaire. Ainsi, selon le rapport, les grandes fortunes détiennent en moyenne 3,7 résidences dans différents pays. Leur résidence principale, celle où ils passent le plus de temps chaque année, se trouve généralement à proximité de leur entreprise et de leur activité principale. Les résidences secondaires, quant à elles, sont utilisées à de multiples occasions au fil des saisons et non plus réservées aux seules vacances. De ce point de vue, la nouvelle édition de l'enquête marque le retour en force des grandes villes. New York, Miami sont les villes américaines les plus recherchées des super riches pour l'achat d'une résidence secondaire. En dehors des États-Unis et malgré le Brexit et les faiblesses économiques structurelles qui se font jour au Royaume-Uni, Londres se distingue comme un lieu de résidence secondaire particulièrement apprécié. Pékin et Genève comptent aussi un nombre élevé de résidences secondaires fortunées, à l'inverse d'Hong Kong et dans une moindre mesure de Paris. C'est surprenant. Paris, cette ville si magnifique. Bon, mais c'est comme ça. Hein, donc, c'est que la vie est plus belle ailleurs qu'à Paris. Ça serait intéressant de creuser, mais j'ai ma petite idée, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, premier point, voilà, multi-propriétaire dans le monde. Alors, ce n'est pas l'objectif, c'est pas mon objectif et ce n'est pas l'objectif de mes clients ou voilà, de ma communauté, de mon audience. Mais ce qu'il faut rapidement concrétiser, c'est de s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi? Ils ont plusieurs résidences. Donc, allons-y. Faites l'acquisition de votre résidence principale, déjà. Petite parenthèse, hein, ce n'est pas forcément un objectif. Vous n'avez pas raté votre vie, entre guillemets, si vous n'avez pas votre résidence principale. Hein, parce qu'il y a des villes en France, ou dans le monde d'ailleurs, hein, où l'immobilier est tellement cher que ce n'est pas totalement stupide de rester locataire si vous investissez par ailleurs à côté et si vous faites autre chose dans l'immobilier ou dans le financier. Donc faites l'acquisition de votre résidence principale et puis achetez votre premier bien immobilier locatif, puis un deuxième, puis un troisième, puis un 3,7e. Puis vous serez comme les ultra riches à votre niveau, à vous. Mais c'est déjà du haut niveau parce que je n'ai pas le chiffre en tête, je ne sais pas quel est le nombre de résidences moyennes pour les Français, mais je pense que voilà, ce n'est pas 3,7. Donc c'est même sûr d'ailleurs. Donc on peut déjà se donner cet objectif-là. La résidence principale et au moins une deuxième, voire 3, 4 autres investissements qui vous permettent de préparer correctement votre retraite. Et comme je le dis souvent, donc tout ça, bien sûr, c'est de l'immobilier. On le fait avec l'aide et l'argent du banquier grâce à la levée de la dette. Ensuite, donc le deuxième point, il est surprenant ce chiffre. Je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Malheureusement, les femmes ne représentent que 10,9% des plus fortunés. Je vais passer rapidement sur ce paragraphe, mais donc voilà, c'est malheureux. Hein, donc ce qui est plutôt encourageant, c'est que parmi les 3 archétypes qui caractérisent cette population, les plus fortunés, à savoir les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises et les héritiers, les femmes sont massivement représentées dans la catégorie des héritiers, alors qu'à l'opposé, elles sont très minoritaires parmi les purs entrepreneurs. À noter que la part des femmes milliardaires grandit avec, c'est ça que je voulais vous dire, grandit avec les jeunes générations. Donc ça, c'est très encourageant. Ça veut dire qu'on est sur la bonne tendance, sur la bonne pente. Elle pèse 17,9% des femmes ultra riches de moins de 50 ans, 11,4% des 50-70 et 11,2% des plus de 70 ans. Donc c'est bravo à toutes ces femmes qui deviennent milliardaires et participent au rééquilibrage de la richesse homme-femme. Dans ma newsletter mensuelle, il y a systématiquement une petite rubrique sur l'argent et les femmes, tout comme il y a aussi une rubrique sur l'argent et les enfants. C'est fondamental, ce sont des sujets qui, moi, en tout cas, m'animent de travailler. Quand on est en couple ou quelle que soit d'ailleurs la nature de votre structure familiale, eh bien, il faut absolument aller vers l'équilibre, hein, de manière à ne pas être dominé financièrement
et à conserver son autonomie et sa liberté si besoin lorsque ça peut mal se passer. Ça peut mal se passer et ça arrive. Le troisième chiffre intéressant, c'est que 62% des dirigeants d'entreprise détiennent des jets privés. Bon, là, effectivement, voilà, on est dans le monde des multimilliardaires. Donc, avions privés, yachts, collections d'art, voitures de luxe. Quel bien de luxe affectionne le plus les ultra riches? Les habitudes d'achat en la matière varient selon l'origine de la fortune, remarque Barnes. Parce qu'ils sont plus nombreux que les entrepreneurs et les héritiers, les dirigeants sont naturellement plus nombreux à posséder ces objets de luxe. Ils apparaissent en tête des propriétaires de jets privés qui remplissent souvent une double fonction pour les affaires et le loisir. Et ouais, parce que le temps, à ce niveau-là, ça l'est déjà, et je pense que vous le ressentez aussi à votre niveau, mais ça l'est déjà pour moi aussi, la gestion du temps, c'est finalement ce qu'on a de plus précieux, le temps. Donc quand vous avez la possibilité de vous déplacer extrêmement rapidement, même si on peut faire beaucoup de choses en train, et c'est généralement en voiture, ces gens-là ne conduisent pas, donc ils peuvent travailler derrière. Mais voilà, quand vous avez un jet privé, vous pouvez vous déplacer notamment dans vos résidences et dans vos lieux de rendez-vous de manière ultra rapide. En revanche, donc, les entrepreneurs sont surreprésentés parmi les propriétaires de yachts et de collections d'art, ce qui témoigne selon le rapport de leur plus forte propension à acheter ce type d'actifs et de leur richesse médiane généralement plus élevée. C'est parmi les collectionneurs d'art que les héritiers jouent le rôle le plus important, surtout en proportion, vu leur nombre réduit par rapport aux deux autres catégories. Un résultat qui ne paraît pas surprenant car on peut en effet supposer que les héritiers ont bénéficié dès l'enfance d'une culture artistique supérieure à celle des autres catégories, avance Barnes. Tout ça est très logique effectivement. Voilà, donc quand on est avec une cuillère en argent dans la bouche, on est souvent entouré d'objets d'art et de tableaux, etc. Ce n'est pas le cas souvent des entrepreneurs ou des dirigeants. Donc il y a de belles réussites et il y a de beaux modèles de réussite. Chacun les siens. Mais effectivement, tous ces entrepreneurs se sont faits par eux-mêmes. Concernant les voitures de luxe et les autres véhicules valant plus de 200 000 $, dont les hélicoptères, les familles fortunées en détiennent généralement plusieurs. L'évolution sociale constatée à travers le monde avec l'arrivée des générations X, Y ou Z a, par ailleurs, brouillé les cartes quant à l'usage et à la perception de l'automobile comme marqueur de luxe. Alors, chers amis, là on parle de jet privé, on parle de moyens de déplacement. Et ça, je le répète souvent en rendez-vous, la voiture n'est pas un actif. La voiture vous fait souvent, c'est un objet de plaisir, un objet de déplacement, mais qui procure aussi beaucoup d'émotions et de plaisir. Et les familles, les Français sont capables d'investir des parts majoritaires de leurs revenus et de consacrer des parts majoritaires de leurs revenus dans les voitures. Et c'est une erreur stratégique, notamment en tout début de vie. Je suis bien placé pour le savoir, je l'ai commise cette erreur. Donc la voiture n'est pas un actif. Le seul cas où ça peut l'être, c'est quand vous achetez ou détenez ces véhicules au sein de votre entreprise. Donc là, effectivement, c'est l'entreprise qui va financer, parce que vous vous en servez pour travailler, donc c'est l'entreprise qui finance votre véhicule. Mais sinon, voilà, et c'est pareil, vous l'imaginez bien, à leur niveau, ces multimilliardaires, c'est leurs entreprises qui financent tous ces jets privés et ces voitures de luxe et ces yachts. Et voilà, c'est pas leur argent privé qui finance tout ça. J'ai fait une vidéo, petite parenthèse, j'ai fait une vidéo sur la holding où j'explique dans cette vidéo que les riches et les ultra riches, et c'est intéressant d'ailleurs de creuser et de développer le sujet pour prendre des exemples dans tous ces profils-là. Les riches ne possèdent rien, voilà, en nom propre, sous-entendu en nom propre. En revanche, ils ont une holding et des entreprises. Donc la holding, vous le savez peut-être, mais c'est ce qu'on appelle une société mère. Et ils ont toute une liste de sociétés filles, voilà, en dessous de la holding. Et ce sont toutes ces sociétés qui détiennent les biens qui sont utilisés. Et elle est là la vraie richesse. Donc les riches ne possèdent rien en nom propre. En revanche, ils ont une holding. Et là encore, il faut essayer de tendre vers ce modèle-là parce que j'ai aussi fait cette erreur d'être multipropriétaire immobilier et de ne pas avoir
le moment venu, créer une structure en société civile. Donc ça, c'est quelque chose que je réalise maintenant avec l'aide et le soutien de mon cabinet Axi Plus Patrimoine et l'aide et le soutien de Gilles Lomensfeld, son gérant fondateur, qui brille de mille feux sur tous ces sujets-là. Et il y a aussi, je suis entouré de conseillers qui maîtrisent parfaitement bien ces sujets-là. Et je peux vous dire que il y a tellement de choses à faire dans la structuration de vos sociétés civiles, même si vous avez juste votre résidence principale et puis vous commencez à avoir 1 ou 2, 3 appartements, eh bien il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Voilà, donc c'était le troisième point, c'était donc les jets, les yachts et les collections d'art. Le quatrième point, il nous dit quoi? Il nous dit que plus de 5 héritiers sur 10 désignent la philanthropie comme leur centre d'intérêt principal. Ben oui, c'est sûr que quand on a énormément d'argent, celui qui ou celle qui n'a pas envie de rendre, entre guillemets, à la société ce qu'il a réussi à construire, c'est qu'il a un déséquilibre quelque part. Hein. Donc ça, il faut se le dire direct. Celui qui ne redonne pas, celui qui ne donne pas. Et d'ailleurs, regardez bien, ça me fait penser à ça. J'ai un cadre chez moi, voilà, j'espère que vous le voyez bien. Le luxe suprême, c'est de donner. Mais oui, parce que, et c'est ce que ressentent ces milliardaires, ces multimilliardaires, il y a beaucoup plus de comment dirais-je, de gratitude à avoir et d'émotion à donner qu'à recevoir. Hein, donc, c'est ce que pratiquent ces héritiers-là. Je ne vais pas m'appesantir sur le sujet. Voilà, ça s'appelle la philanthropie. Hein, donc, ça peut se faire de différentes manières. Mais en tout cas, il y a un certain niveau de générosité, croisé, c'est vrai, par des montages qui aussi permettent de procéder à souvent des défiscalisations. Mais entre les sommes qui sont données et les économies d'impôts, eh bien, l'écart est quand même assez énorme. Et donc ces profils, ces milliardaires, redistribuent quand même une bonne partie de ce qu'ils gagnent à la société. Voilà, donc on passe sur ce dernier point. Donc, qu'est-ce qu'il disait également? Oui, donc, autre enseignement du rapport, le sport, voilà, c'est ce sujet-là que je voulais évoquer. Il ne parle pas d'alimentation, mais ça serait intéressant et je peux vous dire que ils ne sont pas au McDo tous les 2 jours, les ultra milliardaires, hein, les ultra riches. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Voilà, ils se nourrissent, ils ont la chance. Donc souvent, ils ont des cuisiniers personnels et c'est pas de la cuisine, c'est pas pâte au jambon, quoi. Hein, donc vous imaginez bien qu'il n'y a que de la nourriture saine, et de la nourriture de qualité qu'ils se mettent dans le cornet, comme on dit. Et donc du coup, ça aide à rester en bonne santé. Et c'est pareil pour le sport. Hein, on lit là que, enseignement du rapport, le sport est le deuxième centre d'intérêt le plus populaire pour les 3 groupes. Hein, donc les 3 groupes, c'est les héritiers, les dirigeants et les entrepreneurs. Donc quasiment un jeu égal avec la philanthropie pour les entrepreneurs et les dirigeants. 3e rang des passions, et ce pour chaque typologie se situe la technologie. Les héritiers ont tendance à s'intéresser davantage à l'art, mais ils sont moins enclins à participer à des conférences et à parler en public que les 2 autres archétypes. Voilà, on arrive à la fin. Si l'on applique un filtre âge aux passions citées par les milliardaires, détaille le rapport, le sport se montre populaire dans toutes les tranches d'âge. Et oui, le sport, donc, on peut évoquer le sport, il y a 1000 manières de le faire. Hein, donc, mais à tout âge, on peut pratiquer le sport donc, de manière intense, douce, ou voilà, en fonction de ce qu'on veut faire et ce qu'on a comme objectif. Mais je vous le répète, ce qui est intéressant, c'est de le pratiquer très régulièrement, voire tous les jours. Il ne s'agit pas d'en faire 1 heure, mais quelques minutes par jour suffisent pour rester en forme. Le succès du sport parmi les ultra-riches, analyse aussi Barnes, reflète son attrait en tant que loisir et moyen de détente sociale, autant que son nouveau statut d'investissement prestigieux compte tenu de l'augmentation des droits médiatiques mondiaux, du nombre de nouvelles franchises sportives et des opportunités de business qui en découlent. Bah oui, j'étais hier à un événement sportif à Montpellier, c'est l'Open Sud de France de tennis, et on voit bien que effectivement, les sponsors de ces événements-là, qui font vivre ces événements-là, et j'y suis allé un mercredi, c'est le jour des enfants. Et voilà, ils font rêver des gamins parce que les gamins ils sont ravis, ils voient des joueurs professionnels. Et ça n'est possible que grâce à ces ultra riches, ces entrepreneurs qui ont réussi et qui réinvestissent une partie de ce qu'ils gagnent
dans la pub pour des raisons donc, médiatiques. Voilà. C'est un exemple. Cinquième point, donc 77,7 millions de dollars, c'est le patrimoine personnel moyen des entrepreneurs les plus fortunés. Bon, bah écoutez, on va passer vite. Il ne s'agit pas d'atteindre cet objectif-là, mais on peut, par rapport à ça, aborder le sujet de l'épargne. Les Français sont très bons épargnants. Je le dis souvent en rendez-vous à mes clients. Donc là-dessus, ils sont assez exemplaires, ils sont bons élèves. En revanche, ils sont totalement perdus sur la partie investir. Ils ne savent pas la partie investissement. Ils ne savent pas investir leur épargne. Pour ça, il leur faut la bonne info, le bon conseiller, le bon environnement. Et c'est triste de se le dire, mais ce n'est pas le banquier qui lui offre cet environnement-là. Et aujourd'hui, en 2024, les Français ont encore un lien extrêmement étroit avec leur banquier. Et donc, ça leur coûte. Ça leur coûte. Hein, le banquier, il y en a des très bons, mais malheureusement, ils n'ont plus le temps de s'occuper de vous. Leurs produits ne sont plus du tout donc adaptés à ce qu'il faut faire dans un patrimoine. Donc, les banquiers sont utiles pour vous faire des prêts, mais pour le reste, c'est très compliqué pour eux. Et ceux qui m'écoutent le savent bien. J'ai des amis banquiers et ils ne sont pas toujours très fiers de ce qu'ils proposent. Mais voilà, la soupe est bonne, comme on dit, la soupe est bonne. Et peut-être qu'à leur place, je ferai pareil. Voilà, donc je voulais pas être trop long, je le suis déjà, mais donc à la fin, on donne des exemples, on parle d'Elon Musk, effectivement, et de Jack Ma, Alibaba. Mais voilà, vous appuierez sur pause si vous voulez lire la fin de l'article. Dans l'encadré, là, on parle des passeports donc, délivrés dans les pays qui permettent de voyager partout dans le monde. Hein, et donc, avec un passeport de Singapour, vous avez la possibilité d'aller dans 192 pays. Alors que si vous avez donc le 10e, donc c'est déjà pas mal, 182 pays. Voilà, donc la France est 3e dans ce classement. Je vous dis à très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, elle avait pour objectif de vous donner de l'inspiration et de vous aider à créer votre environnement pour devenir plus riche, pas forcément avec de l'argent, mais donc avec le sport, avec l'alimentation, avec la lecture, avec tout en fait. Donc c'est un pack, Et donc moi je me sers de mon expérience et de tout ce que j'ai construit pour le repartager, le redonner à tous ceux qui m'ont donc transmis tout ça. Je vous dis à très bientôt. Ce week-end, promis, je vous fais cette vidéo sur ce super aliment qui a changé ma vie et ma santé et que vous pouvez prendre tous les matins. Voilà. À bientôt.